Alors, ne vous sauvez pas au balcon, ne vous sauvez pas parce que je crois que parmi vous, il y a quelques questions. Anouk Fernandez-Avener du lycée Maurice Varel a une question pour Monsieur Raymond, si elle n'est pas partie. Elle est là encore, Anouk? Est-ce qu'Anouk est là? Là-bas, alors, Anouk, à vous de poser la question. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir changé le matériau de la perche après les années 50? Le matériau, oui, c'est bon. Je voudrais être sûr de bien comprendre votre question. Vous parlez des matériaux composites? Oui, c'est ça. Oui, eh bien, parce que les fibres de verre ne sont pas si anciennes, les fibres de carbone encore moins. Et donc, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, mais en pratique, il y avait quand même quelques petits essais, mais enfin, on ne savait pas faire des objets comme ça avec des polymères renforcés de fibres de verre. Donc, ce sont des inventions du milieu du XXe siècle. Alors, j'ai une question de Anna Lévy, du lycée Anna Lévy-Boujasson, du lycée Maurice Ravel, pour Madame Couard et Monsieur Brasseur. Elle est là, Anna? Je ne vois pas s'il y a un bras qui se lève. Non, elle est partie. Si. Ici. Anna, alors, allez. Est-ce que les matériaux utilisés pour le sport sont pour la plupart biosourcés? Et sinon, en quoi sont-ils néfastes pour l'environnement? Très très bonne question. Oui, en effet, aujourd'hui, les plastiques, comme on l'a vu, représentent toujours de problèmes au niveau du qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Un matériau biosourcé est un matériau dont la provenance ne vient pas du pétrole. En attendant, ce n'est pas parce qu'il est biosourcé qu'à la fin, s'il est, je vais dire, non utilisé et qu'on le jette dans la nature, il aura le même effet qu'un matériau qui est, je vais dire, provenant du pétrole. Donc, ce qui est vraiment très important pour le futur des plastiques, je dirais, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire du plastique à la fin, quelle que soit la provenance, qu'il soit biosourcé ou qu'il ne soit pas biosourcé. C'est surtout ça qui est aujourd'hui, je pense, le challenge pour le futur des plastiques en général. Ce que je n'ai pas pu évoquer encore aujourd'hui, c'est que la plupart de nos plastiques, soit ils sont biosourcés, soit ils sont avec une partie recyclée. Donc c'est-à-dire que on va récupérer en fin de vie des produits. Ces produits vont être découpés, vont être recyclés, soit mécaniquement, c'est-à-dire qu'on reprend une partie des pièces, on va le remettre directement on va le mélanger avec une partie vierge de la matière, et on va faire un nouveau matériau. Soit on va faire un recyclage, ce qu'on appelle chimique, c'est-à-dire qu'on va dépolymériser, on va revenir au monomère et on va refaire une nouvelle molécule, un nouveau polymère qui est équivalent à celui d'où il provient. Ces deux manières nous permettent de réduire notre empreinte carbone et surtout pérenniser l'aspect sustainability de nos produits. Et très très bonne chose ici de ma collègue, tout en gardant les performances. L'autre chose, on a parlé des polymères et on a parlé des renforts. Aujourd'hui, on a accès à des renforts qui sont recyclés. On en a parlé du carbone, des fibres de carbone venant des éoliennes, mais on a également accès à de la fibre de verre qui est recyclée. Et donc, on travaille à la fois sur la résine et sur les renforts, ce qui donneront alors des matériaux qui sont déjà aujourd'hui disponibles, qui sont avec une empreinte carbone plus faible. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce qu'on fait juste au début, on produit avec des matériaux qui sont
plus, je vais dire, green ou plus vert. Non, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fin de vie. Et ça, c'est vraiment le challenge. Oui, si je peux juste compléter, ce qu'on cherche à faire vraiment chez ScienceCo, c'est pas attendre que les demandes viennent des industriels, c'est de travailler déjà avec eux en amont, savoir effectivement ce qu'ils ont besoin, mais leur proposer aussi des solutions à tester sur le marché pour voir comment le marché est réceptif, et bien évidemment qu'il y a aussi une part à la fin qui est imputée à l'utilisation qui est faite du produit final. Donc on travaille en amont pour proposer, comme l'a dit mon collègue, des solutions qui sont biosourcées, des solutions qui sont recyclées, des solutions qui sont mass balance. Il y a vraiment tout le panel disponible. Après, il faut travailler, et c'est ce qu'on cherche à mettre en place avec toute la chaîne de valeur pour permettre la diminution effectivement de cette pollution. Nous allons peut-être maintenant donner la parole d'un point de vue général à la salle pour des questions qui peuvent toucher l'ensemble de ces 4 exposés qui n'auraient questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser précédemment, avant de passer à la conférence de clôture. Ah oui, bien sûr, Madame Marguerite. Merci. Juste une question sur le split board. Est-ce que le fait que le snow soit coupé en 2, quel va être son comportement, notamment en freeride ? Je ne suis pas un adepte, donc je reste très théorique là-dessus. Donc théoriquement, ça se passe très bien, toujours, évidemment. Non, le fait qu'il y ait 2 parties avec une âme ou une mousse au milieu, ça nécessite seulement d'avoir des bonnes colles pour bien faire adhérer les plis supérieurs et inférieurs à la mousse ou à l'âme du sandwich. Et en fait, il peut y avoir des décollages, des accidents comme ça, mais c'est toujours dû à des chocs ou à des problèmes de rupture. Sur le comportement normal de la planche ou du snowboard, il n'y a jamais de difficulté particulière là-dessus. On ne perd pas en réactivité, en souplesse, le fait qu'il y ait 2 parties plutôt qu'une homogène? Non, la partie centrale ne sert vraiment qu'à écarter les 2 peaux du sandwich, et ce sont les peaux qui, elles, ont les propriétés élastiques. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions... Oui, encore une question? Oui. Bonjour. Je peux? Allez. Ok, merci pour vos présentations. Je voulais juste revenir du coup de présentateurs précédents. C'est une question sur le dopage. Vous avez parlé de pratiques dopantes et de substances dopantes. Et du coup, c'était pour savoir si, par exemple, comment on considère que quand des athlètes vont s'entraîner, par exemple, en altitude, pour se mettre dans des conditions, comment on le quantifie, est-ce que c'est régulé, enfin, voilà. Non, alors, j'aime pas le mot de pratique dopante. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait sortir des boutons. Ou c'est du dopage, ou c'est pas du dopage. Donc, ou c'est dans les règles de l'AMA, substances et méthodes interdites, ou ça n'y est pas. L'entraînement en altitude, même simulé, n'est pas dans les méthodes interdites. Donc, ce n'est pas du dopage. Voilà. Pour moi, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Merci. Je vais donc remercier tous nos conférenciers de cette session de l'après-midi. Je vois que M. Clanet